Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous donne la bienvenue à cet événement numérique qui fait partie du programme de la Semaine de la cuisine italienne, la 5e édition. Et tout d'abord, en portant les salutations de Madame l'ambassadrice Teresa Castaldo, qui malheureusement ne pourra pas participer aux rencontres, mais qui vous remercie beaucoup pour être avec nous. Je remercie, et je vois tout déjà en ligne, Madame Salima Digel, c'est correct, vice-présidente à la santé et la stratégie alimentaire de Grenoble Métropole, Monsieur Christophe Sanchez, chef de cabinet de maire de Bergamo, Madame Morgane Squarneck, chargée de mission gouvernance alimentaire à Bordeaux Métropole, et Madame Chiara Pirovano, chargée de mission dans le cadre de la Food Policy à la mairie de Milan. Merci. Et un remerciement vraiment de cœur à Lorenzo Kilgrangrandi, professeur de City Diplomacy à Sciences Po et à l'École Polytechnique de Paris, pour son engagement, sa disponibilité et sa grande générosité pour organiser la rencontre de ce matin. Quelques mots sur la Semaine de la cuisine italienne. La Semaine de la cuisine italienne dans le monde, c'est un grand effort coordonné au niveau central par notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et qui voit la participation du réseau français du Sistema Italia à Paris en France, l'ICE, l'Institut de commerce extérieur français-italien, l'ENIT, l'Office du tourisme italien, l'Institut de culture, les Comites, c'est l'Académie italienne de la cuisine et tous les amis italiens qui généreusement contribuent à cet événement. La semaine de la cuisine italienne dans le monde est une initiative qui vise à intensifier plus encore l'intérêt pour la culture, les traditions culinaires italiennes, l'excellence dans le secteur agroalimentaire du Made in Italy. C'est une occasion à ne pas manquer pour promouvoir au niveau international nos traditions culinaires avec tous les acteurs qui travaillent dans le secteur et toutes les filières. Mais c'est aussi l'occasion pour partager les réponses nationales et locales aux défis alimentaires. Nous ne pouvons pas oublier la période difficile que nous avons vécue en Italie et en France. Vos villes ont été parmi les plus touchées par la crise sanitaire et l'urgence n'est pas encore malheureusement terminée. Mais la pandémie en cours est peut-être aussi une opportunité pour élargir nos réflexions. La crise sanitaire nous a obligés à rester chez nous, à limiter nos déplacements, à privilégier, même pour l'alimentation, la proximité et redécouvrir un lien étroit avec les territoires. La durabilité de l'alimentation, de notre économie, de notre façon de vivre sont devenus des sujets de discussion presque quotidiens. Je suis ravie d'avoir donc la possibilité d'entendre les représentants des 4 villes italiennes et françaises, Milan, Bergamo, Bordeaux et Grenoble, échanger sur l'évolution des politiques alimentaires urbaines dans les 2 pays. Nous avons tous une grande responsabilité. Nous avons tous dans nos mains le futur de nos enfants et de notre planète. Mais les réponses que les institutions seront capables de donner aux défis alimentaires sont particulièrement importantes. Je veux conclure avec une petite curiosité. Comme ambassade, nous avons commencé à relever en petit le défi de la durabilité. À l'occasion de l'anniversaire de 150 ans de la mort de Leonardo da Vinci l'année dernière, nous avons réalisé dans les jardins de la résidence un petit potager de Leonardo. C'est un projet durable sur le long terme, un potager urbain qui répond pleinement aux critères de durabilité, un lieu de diffusion de la culture et de l'histoire gastronomique italienne et une ressource pour les cuisines de l'ambassade. Un petit geste, sans doute, mais quelque chose pour commencer à devenir une ambassade plus durable. Je vous remercie et je donne maintenant la parole à Lorenzo Kilgengrandi qui va modérer ce webinaire. Merci beaucoup, Madame Gianasso, pour votre adresse de bienvenue qui nous donne
un sentiment d'espoir. On a donc une opportunité, comme vous l'avez dit, de pouvoir construire un monde plus durable, plus résilient, plus adapté aux besoins des citoyens et des acteurs de la ville. Et cela est un exemple de cette nouvelle dynamique qui est en train de se développer, des coopérations entre deux diplomaties. La diplomatie traditionnelle dont vous êtes l'expression, la diplomatie des États-nations, et une autre diplomatie plus récente mais en plein essor, qui est la diplomatie des villes. Alors, ces deux diplomaties partagent de nombreux objectifs, notamment ces grands défis transnationaux, parmi lesquels figurent justement les rôles centraux, les points focaux de notre webinaire, l'alimentation durable. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Lorenzo Kilgengrandi. J'enseigne la diplomatie des villes à Sciences Po et à l'École Polytechnique à Paris et je préside le think tank Urban Flag. À côté de cela, j'accompagne les villes et les réseaux des villes dans leur stratégie internationale. Et c'est bien dans ce cadre que j'ai eu l'opportunité d'accompagner en 2014-2015 la mairie de Milan dans la mise en place du Milan Urban Food Policy Pact, qui représente les tournants principaux dans l'engagement des villes pour l'alimentation durable et les liens entre les villes qui sont présentes aujourd'hui. Lancé en 2015 à l'occasion de l'exposition universelle de Milan par 110 villes, il compte aujourd'hui une centaine de plus pour un total de 450 millions d'habitants. Il représente d'ailleurs un des réseaux des villes les mieux répandus sur la planète, avec des villes de différentes tailles et de toutes coordonnées géographiques. Comme Madame Gianasso l'a mentionné, nous avons donc le plaisir d'accueillir les représentants de deux villes italiennes qui en font partie, Milan et Bergame, de deux métropoles, Bordeaux et Grenoble. Les quatre villes participent également au projet Food Trails, qui a été financé à travers les programmes Horizon 2020 de l'Union européenne. Il s'agit d'un groupe de 11 villes participantes qui mettent en place chacune des projets pilotes visant à la création d'un corpus de connaissances qui puisse aider toute ville à développer des actions plus efficaces et évaluer leurs impacts dans un souci d'innovation. En même temps, les Milan Urban Food Policy Pact et les projets Food Trails se sont attribués les buts très clairs d'effectuer un travail de plaidoyer auprès des autres autorités locales, nationales et internationales dans le but commun d'un développement durable. Alors, on est bien à fond dans les champs que j'ai mentionnés de la diplomatie des villes, à travers laquelle les centres urbains collaborent entre eux et avec un vaste éventail d'acteurs étrangers et internationaux pour mieux poursuivre leurs propres intérêts et valeurs localement et à l'international. Quand on va les voir d'ici peu, grâce à la contribution de nos intervenants, l'alimentation urbaine se place justement au croisement d'intérêts et des valeurs. De nombreux États comme l'Italie et la France et des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les programmes alimentaires ou les fonds internationaux de développement agricole reconnaissent les rôles stratégiques des villes en matière de résilience et durabilité des systèmes alimentaires. Cet engagement permet potentiellement aux villes d'avoir un impact très vaste sur la qualité de vie des citoyens, notamment en ce qui concerne la santé, les services publics, la qualité de l'air, la protection de la biodiversité, l'enseignement, la lutte aux inégalités et à la marginalisation. Je vais donc m'arrêter là et donner maintenant la parole aux protagonistes d'aujourd'hui, Milan, Bergame, Bordeaux et Grenoble. Et je vais commencer par la ville de Milan, là où tout ce mouvement a donc commencé. Cette ville a souvent montré sa capacité d'innover dans de différents secteurs et l'alimentation a une place centrale dans la politique de la ville et dans l'action de sa société civile. J'ai le plaisir de laisser la parole à Madame Pirovano pour qu'elle nous présente l'innovation de la ville de Milan dans le secteur des politiques alimentaires urbaines. Merci beaucoup, Lorenzo. C'était pas je pense que c'est bien. Alors, je remercie l'ambassade et Lorenzo Grandi pour l'invitation à cet important webinaire. Je vais vous présenter la politique alimentaire de la ville de Milan en trois points, à partir de la création et les facteurs qu'on peut dire déterminants pour la mise en œuvre de notre politique alimentaire. Le deuxième point, c'est sur des projets qu'on va présenter. Forcément, sont des exemples parmi la cinquantaine d'actions qui maintenant sont en cours.
Et je vais finir avec des petites informations sur la façon qu'on a de travailler avec les acteurs. Alors, pour le début, quand s'est née l'idée de la politique alimentaire de Milan, ça a été lancé, la proposition, par l'ancienne maire Pisapia en 2014. Et justement, comme disait Lorenzo, c'était pour un double défi, pour rejoindre la durabilité et laisser un héritage après l'Expo 2015. Et d'une part, un défi global, le Milano Urban Food Policy Pact, dont a déjà parlé Lorenzo, et d'autre part, l'engagement de la ville au niveau urbain local, dans le chemin de la durabilité par le biais du système alimentaire local. Mais comment on a structuré notre food policy, la politique alimentaire? Alors, on a défini une stratégie globale avec une approche multidimensionnelle qui se déroule autour de 5 priorités, 16 lignes directrices et 48 actions. Quand on a défini ce programme, cette stratégie globale, le conseil municipal l'a approuvé dans le cadre d'une durée de 5 années. D'ici 2020, que c'est l'année maintenant, et on est en train de réviser notre politique. Et le but de cette stratégie globale, c'est la durabilité et l'inclusion du système alimentaire local. Et là, on voit déjà au début un des facteurs déterminants de notre politique alimentaire, c'est-à-dire avoir du début un allié fort, comme la Fondation Cariplo, qui est une fondation bancaire à l'échelle régionale, qui a cru du début à la centralité de l'alimentation vers le changement vers la durabilité. Un autre facteur déterminant, on peut dire, c'est partir avec l'analyse du système alimentaire local, parce que c'est important d'avoir des données locaux pour dessiner les stratégies et évaluer les impacts des actions. Et l'autre facteur déterminant, c'est la gouvernance à plusieurs niveaux. À partir du fait que la Food Policy de Milan a l'affectation politique du vice-maire Anna Scabuzzo. Ça veut dire que c'est transversal à tous les départements de la ville, supporté par un bureau technique. Dernier point de facteur déterminant, c'est la consultation publique. Là, vous voyez des photos qu'on a fait en 2015 quand on a partagé les 5 priorités de la politique alimentaire avec les acteurs locaux et dans les quartiers. Et là, je vais passer au deuxième point, c'est-à-dire quelques projets, quelques exemples de notre politique alimentaire. Et dès le début, on s'est concentré sur la 4e priorité qui c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, il y a une particularité de la ville de Milan, c'est-à-dire que plus de 400 cantines scolaires, c'est géré d'une seule société publique, Milano Ristorazione. Ça veut dire que si on change ce système, on a un fort impact sur tout le territoire urbain. Et là, vous voyez, par exemple, une bonne pratique qui a le but de prévenir le gaspillage alimentaire. Et c'est tout simple, c'est de avancer les fruits pendant le milieu de la matinée. Comme ça, au lieu de lui donner des fruits à la fin des repas, des déjeuners. Parce qu'on a vu que ça cause du gaspillage. Et ça a démontré d'avoir snack sain et égal pour tous les élèves, et de réduire de 17% le gaspillage alimentaire par an. Une autre bonne pratique, on pense que c'est un outil parmi les plus innovantes, c'est le centre locaux pour le collecte et la redistribution de surplus alimentaire. Et là, c'est la valeur qu'on a écoutée avant, c'est-à-dire la proximité, c'est-à-dire de travailler dans les quartiers
Et ces centres locaux ont permis de collecter plus de 70 tonnes par an de denrées alimentaires. Et là, on a 2 centres locaux mis en place déjà avec plusieurs acteurs, par exemple la banque alimentaire, comme il y a en France, le réseau des banques alimentaires. Et là, on est en train de définir 2 autres centres locaux dans des différents quartiers. C'est normal que ce thème de gaspillage alimentaire est très lié à l'économie circulaire, c'est-à-dire la clôture du cycle des aliments, aussi quand il devient la fraction organique. À savoir que Milan a un taux très élevé de collecte sélective des déchets, parmi les plus forts d'Europe, 62%, comme Vienne. Et là, on va passer en la deuxième durabilité, c'est plutôt sur la durabilité du système alimentaire avec un projet sur l'agriculture de proximité. Et l'idée, c'est de reconstruire 19 chaînes locales des produits pour expérimenter l'utilisation de ces produits, et c'est toujours la proximité de l'agriculture qui le permet, dans les cantines de Milano Ristorazione. Et c'est la société publique qui gère les cantines scolaires, comme j'ai dit avant. Là, vous voyez seulement une spatialisation de nos actions. Par exemple, il y a les jardins éducatifs. On sait que aussi Paris a développé cette initiative, ou le verger du Gallaratese, que c'est une sorte de potager urbain, comme on disait avant. Là, je passe au troisième point, et c'est-à-dire la façon de travailler avec les acteurs. On implique les acteurs avec des communautés de pratiques d'habitude, et ça nous permet de rejoindre avec le partage beaucoup de résultats. Enfin, je vais finir avec cette photographie, entre cette carte qui présente tous les partenariats qu'on a, qui sont en cours maintenant pour la politique, dans le cadre de la politique alimentaire de Milan. Et en particulier, le réseau qu'on construit chaque fois qu'on participe à un projet européen, comme Lorenzo disait, le Food Race, qui implique aussi les cités, les villes de Bergame et Bordeaux et Grenoble, et on va écouter d'après. Et je vais conclure seulement en soulignant l'importance de la synergie et du travail en commun avec les acteurs de la ville et avec toutes les villes d'Europe et du monde, parce qu'on croit que l'échange et l'apprentissage commun, c'est vraiment important vers la durabilité de la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pirovano, pour cette présentation. Je vois qu'il y a beaucoup d'innovations, ce que vous avez présenté, mais il y a un fil peut-être qui permet de connecter les différents volets de cette politique alimentaire, qui c'est l'engagement de la société, la collaboration avec les acteurs du territoire dans une optique des partenariats et des mises en puissance des contributions locales. Et c'est quelque chose qui me permet en effet de lier la contribution de Madame Pirovano avec celle de Monsieur Sanchez, chef de cabinet du maire de Bergame, qui nous présentera la politique alimentaire de sa ville, une politique qui est justement très vaste et célèbre pour sa gouvernance fortement marquée par la participation de différents acteurs du territoire. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Merci Lorenzo, merci à tout le monde, merci pour cette invitation qui est très importante pour nous. Donc, je vais essayer de vous raconter très brièvement le chemin que nous avons parcouru, que nous avons commencé en 2015, quand le maire Gori a créé le Conseil de l'agriculture afin d'organiser les énergies qui sont impliquées dans la chaîne agroalimentaire de la ville et de la province de Bergamo. Sachez que le département de Bergamo, la province de Bergamo, compte jusqu'à 1 200 000 habitants. Le travail que nous avons fait depuis 2015 nous a permis de signer le pacte de Milan sur la politique alimentaire et donc d'acquérir, de faire un travail d'acquisition des bonnes pratiques que
Madame Pilant nous a justement décrit avant mon intervention. Bergame est aujourd'hui le modèle pour les villes qui comptent moins d'1 million d'habitants, parce qu'il est évident que la politique de Milan, étant donné que c'est une ville beaucoup plus grande, doit être rapportée à la dimension d'une ville plus petite comme celle de Bergame. Depuis, le Conseil peut compter 33 différents acteurs du système alimentaire, secteur public, représentants des producteurs, secteur privé, acteurs sociaux. Je vous fais simplement des noms. Slow Food appartient au Conseil, Coldiretti, Confagricoltura, la Chambre de commerce, le Biodistrict d'agriculture sociale, l'Université de Bergamo, le Jardin botanique et l'Agence de promotion touristique, c'est-à-dire Visite Bergamo, de la province de Bergamo. Étant donné que la politique alimentaire et les projets qui se développent avec la politique alimentaire, comme nous allons voir après, ce sont aussi des attractivités pour le territoire. Actuellement, notre priorité est la mise à jour du site internet de Bergamo, Bergamo Green, où les consommateurs peuvent rechercher les producteurs bergamasques à chaîne d'approvisionnement, courte, biologique ou pas, les marchés locaux, les GAS, c'est-à-dire les groupes d'achat solidaires. Le but est d'encourager progressivement ces producteurs à débuter sur le marché online, soit pour le marché B2B que le marché B2C. Un deuxième objectif très important est de soutenir l'administration municipale dans la création du district alimentaire de Bergamo. Étant donné que les actions que nous avons mises en œuvre sont plusieurs, pour question de temps, j'ai choisi de vous raconter seulement quelques actions, mais qui, nous pensons, sont très, très importantes. Et surtout, la politique alimentaire et l'éducation. Donc là, ce que nous faisons dans les cantines scolaires. Bergamo est à la 3e place en Italie pour la santé et la durabilité des menus. Il est indispensable d'enseigner la culture de la nourriture à l'école. L'éducation alimentaire vient directement de l'alimentation. C'est pourquoi nous proposons des menus biologiques. Il y a des produits 100% biologiques pour ce qui concerne les céréales, le pain, les pâtes, les riz, les farines, le maïs, les tomates, l'huile d'olive extra vierge et les œufs. Une fois par semaine, nous donnons aussi dans nos cantines une banane biologique et équitable qui vient proposer. Une fois par mois, nous faisons un menu à kilomètre zéro à base de produits provenant entièrement des fermes locales. Une fois par semaine, avec le projet Four Frais, le pain produit dans les boulangeries de la Casa Circondariale, c'est-à-dire de la prison de Bergamo, est fourni dans les écoles. Ceci, c'est un projet très, très important. Nous avons aussi, toujours dans les cantines, Je mange sans gaspiller, pour encourager l'acquisition des comportements conscients, promouvoir des habitudes alimentaires saines et soutenir des projets de solidarité, tels que la récupération des excedences. Chaque jour, tout surplus est récupéré et ramené au centre de cuisson et destiné à la communauté pour les mineurs dont Milani de Solisole. Pensez, on réussit à récupérer 100 repas par jour. Mais la politique alimentaire est aussi promotion du territoire. Et le travail que nous avons fait dans ces dernières années nous a permis, en 2019, Bergamo a été nommée ville créative de l'UNESCO pour la gastronomie. La ville a été récompensée pour l'excellence de sa production fromagère, qui compte aujourd'hui 30 fromages traditionnels, dont 9 étiquetés AOP, tandis que 3 sont des fromages slow food. Et enfin, toujours pour parler de attraction du territoire, nous avons développé à partir de 2016 le projet East Lombardy. East Lombardy est la marque de la région gastronomique de la Lombardie orientale, qui est formée par Bergamo, Brescia, Cremona et Mantova. En 2017, la Lombardie orientale, a été nommée région gastronomique européenne. Le marque East Lombardy représente une chaîne de restaurants à la recherche constante des meilleurs ingrédients pour offrir à leurs clients une expérience gustative unique, avec une attention méticuleuse au choix et à l'identification des producteurs de la Lombardie,
qui ont fait de la durabilité, de la biodiversité et de la qualité un choix de vie. Quel est l'objectif du projet East Lombardy? Développer la notoriété de la marque East Lombardy auprès des citoyens et des touristes comme garantie de qualité, de biodiversité et de durabilité. C'est-à-dire, un citoyen, quand il rentre dans un restaurant qui est marqué East Lombardy, sait que ce restaurant a fait un choix de durabilité, de biodiversité et de protection aussi des petits producteurs. Cela est très important. Développer la culture de la promotion mutuelle entre les producteurs et les restaurateurs qui adhèrent à la filière East Lombardy. Cela aussi est très important, c'est-à-dire que chez le petit producteur, si vous allez visiter le petit producteur, vous aurez des informations à qui le petit producteur est en train de vendre ses produits dans la restauration. Et le contraire, et sur le restaurateur, sur les cartes des restaurateurs, vous allez trouver des indications pour aller rechercher les producteurs qui fournissent le restaurant. Promouvoir les relations et les rencontres entre les restaurateurs et les producteurs de toute la Lombardie orientale, en prêtant également attention aux petits producteurs. Et enfin, proposer la Lombardie orientale au niveau international en tant que destination touristique, gastronomique et vinicole, grâce à des actions de communication continue liées à la marque Lombardie orientale, que vous pouvez visiter sur le site internet eastlombardie.it. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sanchez. Je retiens de votre intervention ce focus sur la capacité de connecter la politique alimentaire avec des finalités sociales et solidaires qui font partie, bien sûr, de la politique de la ville, de l'administration en place. Et aussi cette capacité de connecter l'idée de la durabilité au rayonnement, à la promotion du territoire. C'est quelque chose qui s'est fait, vous l'avez mentionné, à échelle municipale, à échelle de Bergame, mais aussi à échelle des sous-régions. La Lombardie de l'Est, c'est quelque chose qui d'ailleurs s'insère dans une dynamique très intéressante des coopérations des territoires pour se présenter de manière plus forte, plus attractive, tous ensemble, en mettant en valeur les qualités, les atouts des différentes composantes. Vous avez dit, je vois qu'il y a Madame Benoist qui coordonne les réseaux d'Hélice, réseau des villes qui s'occupent de la promotion de la gastronomie, vous a posé la question, les sites web pour cette marque territoriale à partager, vous l'avez dit, c'est eastlombardie.com, c'est ça? Parfait. Pardon, point. IT. IT, très bien. eastlombardie.it, merci beaucoup. Et j'invite d'ailleurs notre public à n'hésitez pas à poser des questions ici sur les Q&A des WebEx. Si vous nous suivez sur Facebook, à poser des questions dans la chat de Facebook. Et notre collaborateur, Monsieur Lofaro, collaborateur technique de l'ambassade, nous aidera pour transférer les questions dans ce débat qui aura lieu après ces présentations. Maintenant, on passe à nos chers amis français, bien évidemment, et on commence par la métropole de Bordeaux. Madame Squarneck, je vous invite à nous présenter les chemins de la métropole vers un conseil consultatif des gouvernances alimentaires durables. Oui, merci Lorenzo. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que mon écran s'affiche bien. Je suis Morgane Squarneck et je travaille au sein de la direction du développement durable de Bordeaux Métropole et notamment sur l'animation d'un conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable comme le présentait Lorenzo. Ma présentation va beaucoup ressembler à celle de Milan et Bergame, donc je vais faire en sorte de faire des liens avec ça pour vous présenter un petit peu notre territoire sur Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, c'est une intercommunalité qui regroupe 28 communes, dont Bordeaux. À quasiment 800 000 habitants, on a presque 60 000 hectares de superficie, dont 50% ont été préservés au sein du plan local d'urbanisme intercommunal sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et la surface agricole utilisée représente un petit peu plus de 10% de ce territoire. Sur un territoire, on a 176 exploitations agricoles qui n'échappent pas aux tendances actuelles du monde agricole en France, c'est-à-dire une urgence dans le renouvellement générationnel. C'est-à-dire qu'on a plus de la moitié de nos chefs d'exploitation qui ont plus de 50 ans.
et seulement la moitié parmi eux ont repreneur à ce jour. Donc, nous, sur la métropole bordelaise, on a fait l'objet d'un projet expérimental entre 2014 et 2016 qui portait sur justement la gouvernance alimentaire en Aquitaine. Donc, on a travaillé avec 2 autres territoires, le Pays Basque et la communauté d'agglomération du Libournais, pour essayer d'identifier comment mettre en œuvre cette gouvernance alimentaire, c'est-à-dire comment créer des coopérations entre acteurs, comment essayer d'avoir une approche du système alimentaire qui soit transversale et qui aille au-delà des silos qu'on peut connaître et donc des difficultés de communication, par exemple, entre différents acteurs. Donc le travail a été mené d'abord à partir d'un diagnostic territorial qui permettait d'identifier les enjeux à la fois sur le bassin de production, le bassin de consommation, les interactions entre les deux. Et quand on a partagé ce diagnostic avec les acteurs, on s'est rendu compte que ces espaces de discussion et de partage des enjeux et peut-être même de construction d'actions collectives avaient intérêt à être pérennisés. Et donc on s'est inspiré d'autres villes qui avaient mis en place ce qu'ils appellent les conseils de politique alimentaire, les Food Policy Councils, qui existent beaucoup notamment dans les pays anglo-saxons, pour créer cette instance, ce conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable. Donc ça, c'était en 2017 où on a pu formaliser voilà, une instance qui réunisse des acteurs de l'ensemble du système alimentaire. Donc cette instance, elle nous a permis de nous réunir pour déterminer un plan d'action en commun qui a été lancé en 2019. Et cette année, on arrive au bout de 3 ans d'installation et de construction de cette instance. Donc on est juste en phase d'évaluation qui va nous permettre d'identifier ce qui fonctionne bien ou moins bien, ce qu'il va falloir qu'on ajuste pour justement améliorer l'efficacité de ce travail. Donc cette instance, pour vous présenter un petit peu comment elle fonctionne, on a 5 collèges d'acteurs qui représentent justement les différents maillons du système alimentaire. On a mis à part dans le collège 1 les acteurs des politiques publiques qui pour nous ont une approche qui ont une forme d'activité assez particulière, que ce soit mettre en œuvre des actions directement ou en soutenir et en financer. Et une forme de prescription aussi, notamment pour les communes sur le foncier notamment, et la restauration collective. Et ensuite, nos 4 autres collèges correspondent au maillon du système alimentaire, donc entre production, transformation, distribution, et enfin tout l'écosystème d'acteurs qui est sur l'accompagnement au changement de pratiques alimentaires. Donc ces collèges, donc les membres qui participent à ce conseil de gouvernance alimentaire, sont au sein d'un collège et ont élu 3 représentants qui participent à un comité de pilotage qui est coprésidé par notre vice-président en charge de la résilience alimentaire à Bordeaux Métropole, donc M. Patrick Papadato. Et il y a les services également de Bordeaux Métropole qui participent à cette instance de décision. L'action du Conseil de gouvernance alimentaire, elle est orientée par 4 axes prioritaires. Donc, les enjeux d'accessibilité alimentaire, donc permettre à tous d'exercer son choix d'une alimentation saine et durable. Donc ça reprend des actions à la fois sur la coordination des acteurs des solidarités alimentaires, donc à la fois aide alimentaire, mais aussi les nouveaux modèles qui émergent sur des épiceries solidaires, sur des groupements d'achat entre citoyens. On a aussi des actions dans le champ de la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc essayer notamment des actions de sensibilisation et de partage des circuits de dons qui existent pour éviter le gaspillage alimentaire. Ensuite, des actions sur l'agriculture, renforcer la capacité agricole alimentaire de notre territoire sur nos 28 communes. Et enfin, des actions de relocalisation de filières, parce qu'on sait que ce ne sont pas uniquement nos 10% de surface agricole utile qui vont nous permettre de nourrir nos 800 000 habitants. Donc on est vraiment sur cette idée cette stratégie de structuration de filières selon les produits qu'on identifie. Et cette stratégie, elle s'incarne aujourd'hui notamment par le levier de la restauration collective et donc du travail qu'on mène avec nos communes qui sont compétentes en matière de restauration collective pour les écoles sur des gammes de produits qu'on a pu identifier comme justement relocalisables. Donc, comment ça fonctionne? On a des réunions en plénière. On avait des réunions en plénière en présentiel qui sont bien sûr remises en question en ce moment. En tout cas, on essaye de fédérer les acteurs de manière assez régulière pour partager cette information-là. On a aussi des groupes de travail spécifiques au regard des actions qu'on veut mener. Et au-delà de ça,
au sein même de Bordeaux Métropole, on n'a pas la chance, comme Milan par exemple, d'avoir cette mission qui soit au sein du cabinet du président de Bordeaux Métropole. On est une direction parmi d'autres, et donc notre travail, c'est d'essayer d'animer cette démarche interservice, essayer de faire en sorte que l'ensemble des directions qui sont concernées par l'alimentation, que ce soit celles qui traitent du gaspillage alimentaire, de la politique agricole, des jardins partagés, que tous ces services communiquent entre eux et aient une approche cohérente et une stratégie cohérente par rapport à l'alimentation saine et durable. Donc pour vous présenter un petit peu les actions qu'on peut mener, donc avec cet angle coopération internationale, donc comme beaucoup d'autres villes, on est signataire du pacte de Milan, pacte de politique alimentaire urbaine de Milan depuis 2015. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'a pu émerger aussi cette volonté de fédérer les acteurs sur ce sujet. On a pu aussi soutenir le projet Let's Food Cities qui nous a permis d'échanger avec l'État du Guanajuato au Mexique, notamment pour partager sur notre politique alimentaire. Et depuis, c'est un État qui a signé le pacte de Milan. Et enfin, comme ça a déjà été évoqué, donc on est membre du consortium qui a été retenu pour le projet Food Trails, qui va nous aider justement à partager avec d'autres villes et renforcer notre mission de gouvernance alimentaire. D'autres actions qu'on mène, une action emblématique, ça va être l'action justement sur cette politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable, donc avec différents outils de mobilisation, une stratégie foncière qui nous paraît indispensable dans la mesure où il faut qu'on protège nos terres agricoles et qu'on ait une vraie dynamique d'encouragement à l'installation et à la transmission. On mobilise les organismes professionnels parce qu'on n'est pas les seuls compétents en la matière et beaucoup d'acteurs sont déjà très fortement engagés sur ce sujet, donc la question du réseau qu'on anime est très importante. Et enfin, on est en train de travailler sur un règlement d'intervention. Je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que Grenoble est bien plus avancé que nous sur ce sujet-là, dans la mesure où en France, normalement, ce sont les régions qui sont compétentes en termes d'aide directe aux entreprises. On essaie de voir s'il est donc possible d'établir un règlement d'intervention qui nous permette de soutenir les installations, les exploitations agricoles, notamment sur l'adaptation au changement climatique. Et enfin, peut-être juste une stratégie plutôt de communication et de sensibilisation et d'accompagnement au changement de pratique. Donc on a une carte à la fois virtuelle et papier qui présente les différents circuits courts sur la métropole, et on est en train de construire un super défi alimentation dans le même esprit que... Donc c'est des défis qui sont à destination du grand public, à des foyers qui s'organisent par équipe pour relever un défi, donc que ce soit sur l'eau, l'énergie, les déchets, la mobilité, et nous on est en train de construire celui sur l'alimentation qui sera lancé en 2021. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Madame Skwarnek. Donc, une stratégie très vaste. Je trouve particulièrement intéressant l'idée qu'elle démarre avec un diagnostic qui est tout à fait essentiel pour pouvoir comprendre les nécessités, les spécificités du territoire. Et j'ai bien apprécié l'accent que vous avez mis à la démarche interservice, à la coopération entre les différents secteurs de la métropole. Effectivement, on n'y pense souvent pas, mais c'est essentiel que toute la machine administrative accompagne ces formes des projets. Donc, il faut véritablement surmonter parfois des barrières. Cela est essentiel pour la réussite. J'ai bien évidemment aussi écouté avec intérêt votre mention du projet des coopérations avec Guanajuato, et donc on va peut-être retourner sur cette côté coopération décentralisée plus tard. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Gidel, vice-présidente de la métropole, et lui proposer de nous présenter les projets alimentaires interterritoriaux de la métropole et la manière à travers laquelle il répond aux besoins et aux défis en évolution de son territoire. Madame Gidel, vous avez la parole. Merci. Juste, je tente de partager mon document. Je vous ai perdu. Vous m'entendez? Tout à fait. Bon, parfait. D'abord, merci Lorenzo pour l'invitation. Merci à l'ambassade d'Italie de se préoccuper de cette question qui est fondamentale et primordiale. Un grand merci.
Ce que je dois vous dire au préalable, mon sentiment là tout de suite, c'est que l'exercice est très enthousiasmant, mais y compris très très frustrant, tant il y a des choses à dire et à partager. Donc je vais aller à l'essentiel sur ce que nous vous proposons de partager, étant entendu que les projets de ce type-là à Grenoble sont nombreux, puisque la question alimentaire est devenue un pilier de nos politiques publiques et il nous permet d'appréhender tout un tas d'aspects. Je vais vous présenter tout ça. Alors, l'action, le PAIT, c'est ce que je vais vous présenter. C'est une démarche. Je vais vous raconter une histoire en réalité. C'est une histoire qui a commencé en 2015. Et c'est l'histoire de plusieurs territoires qui se posaient des questions et qui ont décidé de réfléchir ensemble. Voilà. Donc, le PAIT à Grenoble, c'est 7 territoires, un petit peu plus de 270 communes. Et ça représente à peu près 750 000 habitants. Comme je disais, un PAT, parce que projet alimentaire territorial, et nous, on a choisi de l'élargir, ce qui est devenu un projet alimentaire interterritorial. C'est un rassemblement d'acteurs, encore une fois, intéressés par les questions alimentaires, et ces acteurs, ils sont définis par à la fois un côté citoyen, un côté institutionnel des chambres consulaires, et différents acteurs du monde économique qui vont venir donner un petit peu d'épaisseur sur ce qu'on voudrait que soit notre alimentation. Je vais... Hop. Alors, évidemment, cette question alimentaire, elle vient pas de nulle part. Elle est vraiment sortie du fait des enjeux de politique publique, des enjeux climatiques aussi, et la prise de conscience de l'importance de ces enjeux et de l'urgence d'agir. Donc nous avons choisi à Grenoble-Alpes Métropole et sur le bassin alpin, nous avons fait le choix de la lutte contre la pression foncière et la reterritorialisation du système alimentaire. Nous en avons fait une priorité sur nos territoires, qui sont des territoires encore plus sensibles au changement climatique qu'ils peuvent l'être ailleurs. Je viens aussi dire ici, parce que ça me paraît important vu le contexte sanitaire et la période que nous traversons chacun, que est venu révéler une immense fragilité sur le système alimentaire. Et il vient aussi nous interroger ou nous réinterroger sur l'organisation de nos systèmes. Quand on sait que, en termes d'autonomie alimentaire, une ville comme Grenoble a 3 jours d'autonomie alimentaire, et quand je dis 3 jours, ça assemble aussi à la fois les grandes surfaces, mais aussi la production locale, et que s'il se produisait un moindre choc, un moindre pépin, si on retrouvait un grain de sable dans ce système-là, eh bien, ça serait le chaos, puisque nous n'aurions plus rien à manger. Donc, on a lié aussi la question de la crise économique et la question de la crise alimentaire, qui est devenue un enjeu de sécurité publique. Alors, vous voyez ici, je prends mes notes. La question, alors les 3 enjeux stratégiques, qui est une ambition territoriale. Moi, j'ai envie de vous présenter cette slide-là en disant que pour nous, c'était important de prendre en compte notre santé commune. La question de la santé commune, elle est, de mon point de vue, très liée à l'alimentation. Ça vient reposer la question de la relocalisation de l'alimentation. Et la santé commune, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne soin du territoire, de ses habitants, consommateurs et du coup de la planète. Alors pour ça, plusieurs actions. Hop. On a fait une forte pression sur notre plan local d'urbanisme intercommunal pour faire tout un travail de recensement de terres agricoles et le cas échéant
de ces acquisitions pour différentes actions, mais qu'on verra un petit peu plus tard dans le déroulé du diaporama. Pour le cas échéant, se porter acquéreur lorsque on avait cette possibilité-là. Du coup, sur cette slide, vous voyez un petit peu ce qu'est un projet alimentaire interterritorial. Je vous en ai dit quelques mots. Alors, un projet alimentaire territorial, c'est un cadre de travail collectif pour des actions communes et cohérentes qui s'appuie sur, mais chacun d'entre nous l'avons dit, et je pense que le fil rouge se situe ici, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse un état des lieux de la production, un diagnostic du territoire, et les réponses qu'on aurait obtenues de ces exercices-là nous amènent à élaborer des pistes de travail qui pourraient nous inviter à améliorer notre système alimentaire. Alors, je dois vous dire que par rapport au PAIT, nous avons été labellisés très récemment par le ministère de l'Agriculture et que nous en sommes très fiers. Les six grandes orientations pour enraciner les... Excusez-moi, madame, je me permets de vous interrompre juste pour vous demander si vous pouvez mettre à tout écran parce qu'on n'arrive sinon pas à lire sur cette slide qui est une police un peu petite. C'est l'icône à côté du 66% en bas. Oui. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Ça va mieux comme ça? Parfait. Oui, merci beaucoup. Ok, merci. Donc, pour enraciner la transition alimentaire dans les territoires, on a plusieurs axes. Vous voyez, l'axe 1, c'est la gouvernance pour construire et faire vivre un système alimentaire, ce qui veut dire en gros, mais j'ai pris quelques exemples comme ça parce que la liste est exhaustive et que nous avons que très peu de temps et que je pense qu'il est préférable de garder un petit peu de temps pour le débat. Donc ça veut dire en gros la création et l'animation du Conseil de l'alimentation, comment on accompagne et qu'on informe les populations, comment on met en réseau les acteurs, mais aussi la valorisation et le partage d'expériences. Sur le versant 2, la dimension environnementale et sanitaire, c'est tout ce qui concerne à la fois la gestion des déchets et les actions de recyclage, la lutte contre le gaspillage alimentaire et bien d'autres. La phase 3, la protection du foncier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelle pression on met et comment on engage notre plan local d'urbanisme intercommunal pour préserver les terres agricoles que l'on aurait repérées. C'est aussi l'accompagnement des procédures, c'est l'acquisition du foncier, toute la question liée au foncier se retrouve sur cet aspect-là. Le niveau 4, ça concerne plutôt l'accompagnement des porteurs de projets. On a dans le comité technique du PAIT, je vous disais, à la fois des institutionnels, mais à la fois la société civile à travers différentes associations. Et là, on vient aider aussi les porteurs de projets, on vient soutenir aux outils de transformation, et aussi la structuration de la filière agricole. Sur le 5, c'est soutenir l'évolution des comportements. Et là, on a beaucoup parlé tout à l'heure de restauration collective et je vous en dirai 2 mots à la fin. C'est comment on aborde une question qui est hyper fondamentale et très importante pour nous, le droit à une alimentation juste, saine et durable pour chacun de nos habitants. Évidemment, l'éducation à l'alimentation versus jeunesse et parents. Et aussi, puisqu'on parle de relocalisation de l'alimentation, l'offre de proximité. Sur la valorisation du savoir-faire, on a la mise en valeur du patrimoine agricole en lien avec le patrimoine naturel et des paysages, mais aussi la valorisation des agricultures et des produits auprès des touristes. Tout à l'heure, on avait un intervenant qui parlait de marque territoriale. À Grenoble, via le pôle agroalimentaire, nous avons aussi une marque territoriale et il s'agit aussi, ici pour nous, d'en faire la vitrine du grand territoire alpin. Cette marque s'appelle Isère.
pas tout à fait comme le département, mais un petit peu plus anglicisé. Et ce sont des producteurs locaux qui se regroupent et qui viennent apposer cette marque-là avec en signant une charte. Ça devient un label local, mais du coup, ça devient reconnaissable aussi pour les consommateurs qui, à la vue de ce label, savent déjà qu'ils consomment local. Alors, tout ça, je vous l'ai déjà dit, hein, les actions, nous, on a visé 3 actions qui nous semblaient primordiales. Je ne reviens pas sur la pression du PLUI. Il y a aussi comment on renforce la consommation de produits locaux. Alors, on a de la chance, nous, sur le territoire, puisque on a quelques gros outils structurants de l'alimentation, à la fois à travers un abattoir, mais aussi un marché d'intérêt national. Du coup, de ces deux outils structurants du territoire, en découlent des initiatives très belles, notamment, je vais parler du marché d'intérêt national. Le marché d'intérêt national, c'est 110 tonnes de biodéchets par an. Et on a quelques associations qui découlent d'épiceries solidaires qui viennent récupérer ces biodéchets pour les transformer et pour les mettre à disposition dans une épicerie solidaire de Grenoble à destination de foyers, pas toujours précarisés par ailleurs, puisque les prix sont adaptés selon le revenu. Et du coup, ça vient faire aussi quelque chose de l'ordre de la mixité sociale. Celui qui a plus, il donne plus, et celui qui a moins, il donne ce qu'il peut. Enfin, comment on accompagne les choses? On a eu au mois de septembre, pour le lancement du mois de la transition alimentaire, un colloque qui a réuni pas loin de 110 participants. Et de là, on découle tout un tas de questionnements. Comment on forme notamment nos agents de restauration? Quel programme d'éducation à l'environnement alimentaire? Et puis, venir mettre en lumière aussi le réseau des fermes pédagogiques. Nous en avons 3 sur la métro. Par rapport à la restauration collective, et ce que je viens de ce que je viens de vous dire sur le PAIT, et si je resserre au niveau de la métro c'est 49 communes, et sur ces 49 communes, nous n'avons que 4 cuisines centrales. Et la question primordiale aujourd'hui pour nous, c'est comment nous remunicipalisons cette alimentation à destination des enfants, et comment on accompagne les communes à sortir de délégations de services publics qui seraient des entreprises comme Sodexo ou autres traiteurs. Pour nous, c'est un enjeu majeur parce que du coup, on n'est pas tout à fait soumis aux mêmes règles selon si on est servi par une régie directe ou par des prestataires de services, et que du coup, la différence de traitement, entre guillemets, peut être un levier pour nous, puissance publique, pour changer de paradigme et de modèle alimentaire. Donc, dans les 4, et parmi les 4 cuisines centrales, hein, c'est là où on voit que quand même, il y a de l'investissement de la part des services. Les 4 cuisines centrales sont très très avancées sur l'intégration de produits bio et locaux via une plateforme qui est existante sur Deezer, qui s'appelle Manger Bio. Et du coup, on est vraiment en circuit court, presque direct, je devrais dire, ce qui n'est pas le cas des prestataires et délégations de services publics. Voilà. Donc, il y a évidemment beaucoup d'enthousiasme à porter ces politiques publiques de l'alimentation. Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme à partager avec vous des différentes expériences. J'espère qu'on aura l'occasion très prochainement de se revoir ou de se reparler de ces thématiques plus longuement. Je ne sais pas sur quel biais, mais Lorenzo, je vous laisse l'organisation. J'espère qu'on pourra chacun se voir à Barcelone l'année prochaine dans le cadre du Pacte de Milan.
Merci beaucoup, Madame Gidel. Je trouve que c'est très intéressant de vous écouter parce que vous nous portez les points de vue de la nécessité d'une vision politique de l'évolution du système alimentaire urbain. Je crois que c'est tout à fait essentiel pour valoriser la richesse qui vient du débat, la richesse qui vient de la contribution de différents acteurs. Et j'ai trouvé très intéressant l'accent que vous avez mis d'un côté sur ce qui est nature, ce qui est à préserver, à valoriser, la biodiversité, et de l'autre côté, l'humain, tout ce qui est savoir-faire, les rôles de l'agriculteur, la production. Donc, je trouve que c'est vraiment très enrichissant pour continuer nos réflexions. Alors maintenant, j'invite, je vois que déjà il y a des questions qui arrivent dans le chat. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser d'autres questions. On va y arriver. Je me permets juste de poser une première question qui est liée au moment très particulier que nous sommes en train de vivre. C'est lui, évidemment, de la pandémie qui affecte les sociétés du monde entier. Alors, nous avons aujourd'hui l'occasion de réfléchir sur les vulnérabilités que la pandémie a soulignées, voire empirées. En effet, la plupart d'elles étaient déjà présentes en termes de système alimentaire urbain. La COVID-19 est une épidémie qui d'ailleurs est très largement urbaine. Les Nations Unies nous informent que les 90% des cas ont été détectés au milieu urbain. Je demande à Monsieur Lofaro, s'il vous plaît, de fermer les microphones de ceux qui ne sont pas connectés. Merci. Alors, comme je disais, les systèmes alimentaires urbains ont été frappés et c'est là en deux grandes lignes. D'un côté, il y a la vulnérabilité que j'évoquais parce que les personnes vulnérables ont malheureusement augmenté, notamment suite à l'impact économique du confinement qui s'est reproduit avec des différentes normatives, mais à peu près dans les villes du monde entier. Alors, cela a généré bien évidemment la chute des revenus et la perte d'emplois, notamment dans l'économie informelle et précaire et dans certains nombres de secteurs comme le tourisme, la culture ou l'événementiel. Cela demande évidemment aux villes un effort additionnel pour prendre en charge les citoyens les plus vulnérables tout en respectant en même temps la sécurité des agents qui s'occupent de ces personnes. Et de l'autre côté, il y a les forts impacts sur l'approvisionnement alimentaire dû aux obstacles sur la circulation. Alors, on a tous un peu dans notre tête la vision des supermarchés dévalisés. Heureusement, ça a duré peu, mais cela a fait réfléchir sur la dépendance alimentaire des villes. Il y a une réflexion qui s'est développée et qui porte non seulement sur l'approvisionnement d'aliments qui viennent souvent de très loin, voire d'outre-mer. Et dans certains cas, on a aussi eu l'occasion de réfléchir sur l'impact écologique de ces transportations. Évidemment, cela produit beaucoup de pollution. Donc, je propose un petit tour de table pour voir comment la COVID-19 a impacté vos systèmes alimentaires, donc de nos deux villes, de nos deux métropoles, et comment le fait d'avoir une politique alimentaire, une équipe qui s'occupe d'alimentaire à échelle urbaine, vous a permis de répondre à ces vulnérabilités de manière plus efficace. Donc, je commence en donnant la parole à Madame Pirovano, ville de Milan. Merci Lorenzo. Je demande à Monsieur Lofaro de... Oui, d'accord. Comme ça, je peux partager ma dernière slide. Et merci pour la question. En effet, je pense que on va écouter un peu des expériences similaires et je voudrais seulement souligner que l'émergence sanitaire tout de suite en Italie, à Milan, encore plus à Bergame, mais je vais parler maintenant de Milan.
a tout de suite, on s'est rendu compte tout de suite que l'émergence sanitaire est devenue une émergence alimentaire, tout de suite. C'est-à-dire, après une semaine de l'explosion de la pandémie. Et ça, comme tu disais, Lorenzo, c'est très important d'avoir une politique alimentaire active parce que tu as déjà des outils pour répondre à l'émergence tout de suite. Et en effet, les centres locaux pour la collecte et la redistribution des ressources alimentaires dont j'ai parlé avant, ça a été un peu le modèle qu'on avait déjà testé dans les dernières années pour répondre à l'émergence alimentaire de ce printemps. Et c'est-à-dire que dans une semaine, avec les politiques sociales et la protection civile, on a créé des hubs, des centres, 11 centres pour la collecte et la redistribution aux personnes vulnérables ou en quarantaine des denrées alimentaires. Au début, c'était du surplus alimentaire et après, la commune a acheté les denrées alimentaires pour les distribuer parce que la demande était très forte. Et alors, d'habitude, c'était les associations de tiers secteurs qui sont actives dans la distribution d'aide alimentaire, mais dans cette période, ces personnes c'est des bénévoles, qui sont pour la plupart en plus de 65 ans, ne pouvaient pas sortir. Et alors, on devait construire un système pour aider la redistribution d'aliments. Et en 15 semaines, on a distribué plus de 600 tonnes d'aliments, qui c'est équivalent à 1,6 million repas. Et les personnes impliquées sont plus de 20 000, presque 28 000. Et une chose importante, c'est qu'on a pensé aussi, comme disaient les intervenants avant, aux aliments sains. Et avec le marché public, on a pensé aussi aux denrées d'aliments fraîches. Je voudrais conclure seulement avec une citation, si je peux, Lorenzo, qui c'est le début du rapport spécial de l'IPES Food qui a été lancé après 100 jours du Covid, de l'émergence de la pandémie, qui dit, en l'espace de quelques semaines, le Covid-19 a mis au grand jour les fragilités et les inégalités sous-jacentes dans le système alimentaire mondial, tout en les rapprochant du point de rupture. Et ça, c'est un peu le défi que les villes, comme tu disais, la diplomatie des villes, maintenant, doit prendre et a pris, aussi pour prévenir le futur. Merci. Merci beaucoup, Madame Pirovano, pour ce témoignage inspirant. On sait très bien que Milan, effectivement, était une des villes les plus frappées, mais les symboles peut-être de la première vague en Italie et en Europe est effectivement la ville de Bergame. Alors, je pose la même question à Monsieur Sanchez. Comment est-ce que la ville a su faire face à cette urgence sanitaire et alimentaire? Comme vous le dites bien, Bergame est le symbole du Covid en Europe et dans le monde. Et d'un côté, cela nous a donné une chance. C'est-à-dire que nous avons reçu beaucoup de solidarité. On a, comme Milan, organisé la distribution de repas sur les gens de plus de 65 ans qui devaient rester blindés chez eux. La ville de Bergamo a un troisième âge plutôt peuplé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup je crois que nous avons plus de 10 000 personnes du troisième âge qui vivent toutes seules et qui ne pouvaient pas sortir de leur appartement. Donc d'un côté, nous avons eu un incroyable apport des volontaires qui allaient porter les repas à ces gens-là.
pour les plus fragiles, c'est la mairie qui a pris en charge, même du point de vue économique, le coût des repas. Mais on a eu aussi, on a organisé un centre logistique parce que on avait de tout le territoire, mais même du sud de l'Italie, ils nous envoyaient tout, c'est-à-dire des produits alimentaires, même à longue conservation. Et pensez, on a distribué dans le confinement du mois de mars et d'avril, seulement dans la ville de Bergamo, plus de 40 000 emballages que nous avons produits. Et donc, ça a été cette première réponse qu'on a eue pendant le premier confinement, mais actuellement, nous sommes dans notre deuxième confinement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, nous sommes une zone rouge à Bergamo. Cela veut dire qu'il y a un secteur particulièrement en souffrance, qui est le secteur de la restauration, le secteur des bars. Et c'est pour ça qu'à partir du 19 novembre, en très peu de jours, on a fait un petit miracle. On a mis en place une plateforme de Deliveroo et de takeaway, donc de repas qui peuvent être de façon totalement gratuite à disposition de la restauration de la ville et de la Provence. Cela est très important parce qu'il y a des plateformes qui font déjà ça, qui sont de grandes sociétés internationales, mais qui ont deux choses. La première chose, elles sont très chères, c'est-à-dire que souvent, elles demandent le 35% de la facture du repas au restaurateur, si en ce moment-ci est très très lourd à supporter. Et la deuxième chose, c'est surtout de la restauration fast-food qui peut être organisée sur ce genre de plateforme. C'est pour ça que nous avons développé entièrement une plateforme complètement bergamasque qui n'a aucun coût pour les restaurateurs ou les bars ou les gastronomies ou les vendeurs de fromage. Et on est online depuis une seule semaine et nous avons déjà 197 restaurants et bars qui se sont associés pour effectuer leurs ventes de façon totalement gratuite sur la plateforme qui s'appelle ristorabergamo.it. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sanchez. C'est intéressant de voir la créativité et la flexibilité de laquelle a fait preuve la mairie de Bergame. Je pense que c'est un exemple, une bonne pratique que vous avez mentionné pour les villes du monde entier. Je passe maintenant la parole à Madame Skwarnek de la métropole de Bordeaux pour apprendre comment a été gérée la réponse alimentaire à la pandémie. Alors, nous, à Bordeaux Métropole, donc on avait un confinement quand même un peu différent de celui qui avait lieu en Italie, et notamment, même s'il y avait une identification de population à risque, en général, l'accès à l'alimentation a pu être différent. Nous par contre, la question se posait sur, bien sûr, le bénévolat dans les associations d'aide alimentaire, où on sait que c'est un bénévolat justement qui repose beaucoup sur des personnes âgées, qui pouvaient plus être bénévoles pendant la période, et donc beaucoup des communes se sont mobilisées pour créer des plateformes de mobilisation de bénévoles, justement en identifiant quel type de mission pourrait leur être confiée. Et donc ça a permis de mettre en lien des associations qui avaient besoin de bénévoles et des personnes qui souhaitaient donner de leur temps. Après, justement, sur la solidarité alimentaire, on s'est rendu compte que cette crise, elle nous a permis aussi de mieux connaître les acteurs qui habituellement menaient leur activité sans interaction avec les communes. Donc c'est notamment les centres communaux d'action sociale sur la métropole qui sont investis sur les sujets notamment d'aide alimentaire. Et donc ça a permis, ne serait-ce que sur des initiatives de maraude, par exemple, qui sont souvent des initiatives citoyennes et qui sont pas forcément recensées par les communes, ça a permis, vu qu'il y avait besoin d'attestation de déplacement dérogatoire, d'identifier où avaient lieu ces maraudes, donc la distribution soit de repas, soit de denrées alimentaires directement dans la rue. Ça a permis de mieux connaître ça, de créer une meilleure connaissance entre les acteurs qui agissaient sur le terrain. Et on se rend compte là, avec notre deuxième confinement qui a débuté en octobre,
que que les réflexes étaient déjà là, déjà on n'est pas sur le même type de confinement, mais dans tous les cas, on a vu il y a des procédures qui se sont mises en place plus rapidement sur ce deuxième confinement par rapport au premier, où il y a eu d'abord quand même une forme d'état de sidération et de difficulté à se coordonner sur les premiers jours. Nous, ce qu'on a observé aussi, c'est l'augmentation du recours au circuit court, justement, sur les modes d'achat pour l'alimentation. Euh, cette tendance-là, même si elle s'est, je dirais, ralentie à la sortie du confinement, on se rend compte qu'il y a quand même un besoin, enfin ça nous alerte d'autant plus sur le besoin d'installation, de transmission agricole sur notre métropole, et notamment pour avoir la capacité de répondre à cette demande en circuit court. Enfin, nous, les autres sujets qui ont été très présents pendant le confinement, c'est la question de la restauration collective. Donc, les écoles étaient fermées, donc la restauration collective telle qu'elle existait auparavant, donc qui est gérée par les communes pour les écoles. Voilà, les plats qui d'habitude étaient servis en restauration collective n'étaient plus préparés, donc on avait une forte baisse d'activité. Mais malgré tout, des cuisines centrales qui continuaient à produire des repas, soit pour les enfants des personnels soignants, soit pour des associations d'aide alimentaire. Donc, quand d'habitude c'était des bénévoles qui préparaient des repas, là il y a des cuisines centrales qui se sont organisées pour pouvoir fournir des repas pour ces associations. Et bien sûr, une très forte augmentation du portage de repas à domicile. Donc on s'est rendu compte on a complètement modifié les manières de faire des restaurations collectives parce qu'elles étaient habituées à produire des repas sur un conditionnement collectif, donc qui est ensuite servi dans les écoles. Là, on se retrouvait sur du conditionnement individuel porté à domicile. Donc ça voulait dire que les contenants n'étaient pas les mêmes, que les process de production n'étaient pas les mêmes. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté à s'adapter à cette évolution de la demande et un besoin notamment de coopération entre ces cuisines, parce que c'est une compétence qui appartient aux communes. Les départements, les régions gèrent pour les collèges et les lycées, et on se rend compte qu'il n'y a pas encore cette coordination entre administrations sur la production des repas, donc c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler désormais. Et on a eu la chance, nous, sur Bordeaux Métropole, d'être épargnés en termes de cas Covid, donc ça a fonctionné, la restauration collective a continué à être en activité et à répondre à la demande, mais on sait qu'elle était malgré tout vulnérable et que si les personnels avaient été atteints du Covid, je pense qu'on aurait été en très grande difficulté. Donc voilà, se poser des questions de coopération à la fois sur le personnel, mais aussi sur les denrées, parce qu'il y a une difficulté d'accéder à certaines denrées, et notamment de pouvoir prévoir avec les fournisseurs justement sur fournir ces denrées-là. Et aussi une grande difficulté d'accès aux équipements de protection individuelle comme les masques, les charlottes, les surchaussures, qui finalement étaient en pénurie au moment du premier confinement. Donc tout ça, ça a été pointé pendant le confinement. C'est des choses maintenant qu'on identifie comme des axes de travail pour une meilleure résilience en cas de crise à venir. Merci beaucoup, Madame Skwarnek. Je pense qu'effectivement, à côté du choc, de difficultés que la pandémie a généré, elle permet, comme vous l'avez souligné, d'aller plus loin, de construire quelque chose de plus résilient, de mieux connaître les vulnérabilités, les faiblesses, des manières de pouvoir avancer vers un futur de plus forte résilience. Je donne maintenant la parole à Madame Gidel pour qu'elle nous présente quelle a été la réaction de la métropole de Grenoble-Alpes. Oui. Nous avons été très réactifs et on parlait de solidarité et du coup, la première action que nous avons menée, parce que comme tout un chacun ici présent, on était dans le flou le plus total, on ne savait pas où on allait, on a été surpris, on était tous très inquiets. Et ce qui s'est enclenché, mais vraiment tout de suite, dès l'annonce du confinement, c'était comment nous allions faire par rapport à nos agriculteurs et sur les marchés. Et nous avons été la première métropole française à réouvrir ces marchés dès le mercredi, alors que le confinement avait été annoncé le dimanche ou le lundi de mémoire. Et du coup, on est, par cette action, venu porter soutien à la filière locale
et à organiser les tours autour de la remise en place des marchés avec le mètre de distance, le masque. Pour ça, il a fallu que nous récupérions nos agents du stationnement notamment, puisque le stationnement était gratuit, pour venir faire la police du marché et s'assurer que tout était bien en place et que toutes les précautions étaient respectées. Ça, c'est du côté agriculteur et soutien de la filière. Sur l'aide alimentaire, on a eu, nous, un bond de 45% de supplémentaires d'aide alimentaire. Ça veut dire que sur les gens que nous repérions via les CCAS, il y avait une personne sur deux que nous ne connaissions pas, qui n'était pas repérée par les services sociaux. Et du coup, là, il a fallu mobiliser à la fois la filière et à la fois toutes les structures existantes. Hein. Il y a eu tout un truc avec des restaurateurs qui préparaient des repas pour les personnels hospitaliers. Nous, il a fallu que nous recentrions nos actions de solidarité, puisque tout était fermé, y compris les associations type Banque Alimentaire, Restos du Cœur. Et que du coup, les centres communaux d'action sociale ont pris à leur charge cette solidarité en partenariat avec ces associations, hein, et ont redistribué les repas sur le siège du CCAS en mobilisant sur les communes de la métro, en mobilisant les agents qui n'étaient plus en activité, puisque plus d'activité du tout. Par exemple, typiquement, le service des sports est venu à la distribution des repas, contribuer à la distribution des repas, mais y compris à aller chercher des denrées dans les magasins, puisque du coup, à cette période-là, on a constaté un fort gaspillage alimentaire dans les grandes et moyennes surfaces, puisque les associations ne venaient plus, et que l'on a pu nous récupérer ces denrées-là pour les redistribuer. Ensuite, on a eu de fortes actions sur la restauration collective. Plus d'enfants. Plus d'enfants dans les écoles, donc plus de repas. Sur la seule ville de Grenoble, mais je pourrais aussi parler de celle de Pont-de-Clay qui est en régie directe, sur la seule ville de Grenoble qui confectionne quotidiennement 12 000 repas à peu près. 12 000 repas, ça veut dire 4 tonnes de denrées par jour. Donc voilà, donc on a redistribué, on a récupéré nos denrées, on les a redistribuées en brut pour une partie, et en barquette et cuisiné pour l'autre partie. Ça dépendait des publics et le desiderata des familles qui venaient sur place. Soit elles préféraient que ce soit cuisiné, soit elles préfèrent cuisiner chez elles. Bon. Et durant un certain temps, on a fait ça. Après, on est aussi parti du constat que pour un certain nombre d'élèves, la cantine, elle peut être l'unique repas par jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là et comment on arrive à structurer quelque chose de l'ordre de la solidarité pour que ces familles puissent manger. On a eu plusieurs scénarios qui n'ont pas été simples. Hein. Typiquement, est-ce qu'on va livrer des repas pour l'enfant ? Non, ça, on peut pas le faire pour les raisons que vous comprendrez. Et du coup, on a fait un espèce de jeu financier, puisque les repas de la cantine sont en partie subventionnés. On a mis la caisse d'allocation familiale dans la boucle et on a reversé des chèques alimentation pour les foyers les plus précaires et les plus fragilisés. Voilà en gros les actions qu'on a menées qui nous ont pris énormément de temps, auxquelles, en tout cas moi personnellement, j'ai participé. Il y avait aussi des écoles de travailleurs sociaux qui venaient pour cette distribution, donc ça a plutôt bien fonctionné, plutôt pas mal, et on a pu repérer, en tout cas moi, dans le cadre du marché d'intérêt national, j'ai pu repérer des grossistes qui se sont aussi mobilisés sur la quantité de denrées qu'ils avaient, bien qu'ils aient conservé leur marché, mais en tout cas qui nous ont interpellés pour nous dire l'importance pour eux que de nous mettre à disposition des palettes de fruits et de légumes. Donc tout le monde a un petit peu pris sa part dans ce schéma de solidarité,
Et de cette façon, on a pu répondre à cette augmentation de 45% d'aide alimentaire. Merci beaucoup, Madame Gidel. Je trouve que vous complétez très bien ces 4 différentes perspectives parce que effectivement, la vision d'ensemble, ça nous permet de voir qu'effectivement, ça a été un choc. Ça a été quelque chose de pas prévu. Les villes, elles n'avaient pas tous les anticorps dans tous les sens pour réagir, mais elles ont réagi rapidement. Elles se sont souciées d'offrir toute une série de réponses pratiques taillées sur les nécessités du territoire. Donc, c'est quelque chose qui nous fait vraiment remarquer l'importance des gouvernements locaux, des villes, des métropoles dans la gestion de cette crise. Sans cette intervention, les choses auraient été vraiment bien plus difficiles pour tout le monde. J'ai vu, on a reçu des questions très intéressantes. Je dois malheureusement un peu les raccourcir et prier nos intervenants de répondre de manière très courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps encore pour cette conversation et les sujets sont tous très, très intéressants et passionnants. Alors, je pose une première question qui vient de Madame Daria Cibrario qui dirige le Geneva City Hub à Genève. Pose une question sur les budgets et les équipes municipales pour mener à bien ces projets. Donc, Monsieur Sanchez, dans votre rôle de chef de cabinet, quel est les côtés, si vous pouvez nous présenter les côtés administratifs, budgétaires et en termes de ressources humaines pour mener à bien ces projets? De quel projet on est en train de parler là sur le budget? En général, j'imagine, Madame Cibrario, elle se réfère à la politique alimentaire. Je peux pas vous dire, c'est-à-dire j'ai pas cette information. Je dirais un chiffre qui pourrait ne pas être le chiffre bon. Je n'ai pas cette information. Alors, je voulais, pour ce qui concerne par contre la gestion en termes de ressources humaines, comment se structure votre travail pour la gestion de l'alimentaire? D'un côté, nous avons eu, pendant le confinement, on a eu sûrement un peu de personnel le personnel de la mairie qui a été mis à travailler exactement sur la politique alimentaire, sur les aides alimentaires, mais grande part du travail a été fait par les bénévoles. C'est-à-dire que nous n'étions pas en condition avec une seule force de pouvoir répondre aux exigences des citoyens. Comme je vous le disais, on avait 10 000 personnes de troisième âge qui étaient bouclées à la maison. Et si on n'avait pas eu 1000 volontaires qui s'occupaient que de ça, c'est-à-dire chacun avait 10 personnes à aller voir tous les jours, on n'aurait pas pu les faire avec les forces de la mairie. Comptez que nous sommes à la mairie de Bergamo, nous avons 900 employés. Et que 70% de ces employés étaient en smart working. Donc, on a compté sur les volontaires. Heureusement, une fois de plus, on se rend compte de l'importance de cette coopération entre l'administration et les acteurs du territoire, les bénévoles, qui soient en forme des structures comme des associations ou même des individus qui se mettent à disposition pour aider et pour la solidarité. Si je peux ajouter très rapidement, le premier confinement nous permettait d'avoir ces forces parce que les gens ne travaillaient pas et donc ils se mettaient à Bergamo. Il y a une grande générosité, donc ils se sont mis tous à disposition. Tout le monde voulait faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est différent parce que les gens travaillent et donc la capacité de mettre ensemble des volontaires est beaucoup plus difficile. Donc voilà, même si c'est la deuxième vague, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis nouveaux. Donc, à chaque fois, il faut répondre avec de la créativité, de l'innovation. Et je voulais maintenant poser une autre question de Madame Cibrario. Pour ce qui concerne un aspect plus opérationnel, je la pose à Madame
à Madame Pirovano de la mairie de Milan. Elle demande quels sont les résultats de chaque initiative et comment ils sont mesurés. Donc, si je peux reformuler un peu cette question, comment on peut évaluer l'impact des différentes initiatives de la politique alimentaire pour un but, bien évidemment, des partage de ces informations avec les riverains et l'opinion publique en général. D'accord. Merci pour la question, Lorenzo et Madame Cibrario. Et alors, la question du suivi et de l'évaluation des impacts des actions de la food policy, de la politique alimentaire de Milan, est centrale, comme vous avez souligné. Dans la stratégie générale, on a un point, une action transversale qui c'est sur le monitoring et le suivi de cette action. Et c'est quand même une action cette évaluation, c'est une action qu'on fait, comment on peut dire, normalement, et sur toute notre action. Vous savez très bien que, comme en France, en Italie, les administrations publiques, les autorités locales n'ont pas une compétence sur la recherche, typiquement, mais on peut travailler avec les centres de recherche, les universités et les réseaux au niveau international. On travaille, par exemple, avec C40 ou Eurocities ou LMR4 Foundation ou HIT. Ça veut dire qu'on a beaucoup des acteurs qui peuvent nous aider pour mesurer les impacts. Je vous fais un exemple parmi les plusieurs qu'on a. Par exemple, avec une initiative qui s'appelle Cool Food Pledge du World Resources Institute et du HIT aussi, que a permis de mesurer le changement des menus des cantines scolaires, de la restauration collective, depuis le 2015 jusqu'au 2019, et voir qu'on a augmenté les produits frais et les légumes, et on a réduit je ne me rappelle plus le nom, les produits transformés. Transformés et ça a permis de réduire les émissions de CO2 équivalent du 20%. Et le but, c'est d'arriver au 25% d'ici aux prochaines années. Ça veut dire que, pour résumer, qu'on a des partenaires que nous aident dans la mesure des impacts de nos actions. Merci beaucoup, Madame Pirovano. Voilà, je trouve que c'est très important, effectivement, que, comme vous l'avez mentionné, cette évaluation soit faite à échelle non seulement locale, mais aussi comparée internationale, ce qui permet d'avoir d'indicateurs supplémentaires pour pouvoir adapter sa propre stratégie. Et on se rapproche vraiment à la fin, donc j'ai pris maintenant les prochaines réponses être un tout petit peu plus courtes, juste 1 minute si possible. Je pose à Madame Skwarnek une question qui nous est posée par Monsieur Rémi Guillem. Monsieur Guillem, il dit, je note que pour le cas français, la métropole de Bordeaux n'a pas cherché à obtenir la labellisation PAT, alors que la ville de Grenoble en a fait la demande. Comment vous expliquez ces choix différenciés? Alors, c'est pas tant un choix qu'un manque de temps pour l'avoir fait. On n'a pas répondu à l'appel à projet du Programme national pour l'alimentation. C'est quelque chose qu'on souhaite faire parce qu'on a suivi la méthodologie du projet alimentaire territorial. Donc voilà, ça ne saurait tarder.
Merci beaucoup, Madame Skwarnek. Et je pose une dernière question à Madame Gidel, qui avait évoqué dans sa dernière réponse sur la COVID-19 l'élément de la coopération avec les restaurateurs. Il y a Madame Camille Benoist qui nous écrit « Les politiques alimentaires mettent beaucoup l'accent sur la restauration collective et la connexion entre les producteurs et consommateurs. Quelle place dans vos stratégies pour les restaurateurs? Comment travaillez-vous pour les embarquer dans la dynamique ?» C'est une bonne question. C'est une question qui fait écho parce que on réfléchit, y compris à intégrer les restaurateurs dans nos projets. Bon, alors il y a plein de choses dans la question, hein, notamment il y a aussi un label qui est décerné par le préfet qui s'appelle Maître restaurateur, que les restaurateurs peuvent apposer au fronton de leur restaurant. Et là, on sait que ces restaurateurs-là cuisine du frais. Après, oui, moi j'aimerais beaucoup qu'on aille plus loin et qu'on aille en direction des restaurateurs. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis la présidente du marché d'intérêt national et normalement les restaurateurs devraient venir au marché d'intérêt national pour se fournir. On travaille à étoffer l'offre. On travaille à les faire revenir et on travaille aussi à les remettre dans ce projet collectif qui est ce projet alimentaire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gidel. Cela nous connecte effectivement à l'idée de la relance économique qui suivra ce qui est, on espère, bientôt la fin de cette épidémie sanitaire. Donc, il y aura bien sûr toute une série de défis et des relances économiques et la coopération avec tous les secteurs alimentaires, y compris bien sûr les restaurateurs, se montrera essentiel, d'autant plus dans deux pays comme la France et l'Italie où la restauration a une importance pas mineure, on peut le dire. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion de notre webinaire. Je crois qu'on pourrait continuer à discuter très longtemps. Les sujets sont passionnants, mais malheureusement, on a fini notre temps. Lorenzo, Lorenzo, je t'interromps seulement pour remercier vraiment tous les intervenants parce que c'était vraiment intéressant. Et comme disait la représentante de Grenoble, je pense aussi que l'ambassade d'Italie est prête à organiser d'autres événements, d'autres initiatives pour poursuivre un dialogue très intéressant entre les villes, pour échanger les bonnes pratiques et pour rester connectés. Parce que je pense que l'échange a prouvé l'importance d'un échange en continu pour partager des solutions, pour partager des problèmes, pour essayer vraiment de penser à des solutions communes entre l'Italie et la France. Donc, merci encore à tous les 4 représentants des villes et dans les mois prochains, on pourra organiser peut-être en présentiel un autre événement avec l'aide de Lorenzo. Merci encore. Merci beaucoup, Madame Janas. Je crois que cet élément, ça vraiment rend nous passionnés de diplomatie des villes très heureux. Un des éléments principaux pour lesquels les villes ont développé leur plaidoyer, justement, la recherche d'une coopération avec la diplomatie nationale. Et donc, je suis sûr que les villes seront ravies de répondre positivement à votre proposition et donc de créer véritablement un dialogue à échelle bilatérale et pourquoi pas européenne et mondiale sur ces thématiques. Merci beaucoup. Et je veux juste ajouter un petit mot pour conclure. Les témoignages des villes qu'on vient d'écouter nous apprennent que les villes et les métropoles sont véritablement en première ligne dans la mise en place des solutions efficaces aux besoins des citoyens. Et c'est là même en temps des crises que nous sommes en train de traverser. Elles en ont donné preuve d'innovation, créativité, flexibilité, étant capables d'adapter leur système de gouvernance alimentaire à travers la mise en valeur des énergies locales. C'est un point véritablement qui a émergé à chaque intervention.
des stratégies qui ont d'ailleurs été affinées et diffusées à travers la coopération et l'échange permis par la diplomatie des villes, et notamment par le Milan Urban Food Policy Pact, qui réunit les villes, et aussi bien que les projets européens Food Trails. C'est en effet véritablement un point d'honneur pour les villes d'être capables d'unir les locales à l'international dans leur combat pour un présent et un futur inspiré par les valeurs de durabilité, de santé, de vivre ensemble et de résilience. Je remercie à nouveau nos intervenants pour avoir partagé avec nous leur travail. Donc, Madame Salima Djidel, vice-présidente à la santé, la stratégie et la sécurité alimentaire de Grenoble-Alpes Métropole. Monsieur Christophe Sanchez, chef de cabinet de la mairie de Bergame. Madame Chiara Pirova, nos chargée de mission dans le cadre de la Food Policy à la mairie de Milan. Et Madame Morgane Squarnec, chargée de mission gouvernance alimentaire à Bordeaux Métropole. Un grand remerciement, bien évidemment, à Madame Anna Gianasso, à Monsieur Ugo Ciarlatani, à Monsieur Alfredo Lofaro de l'ambassade d'Italie à Paris. Je remercie également Monsieur Andrea Magarini de la mairie de Milan et Monsieur Fraser Moore d'Eurocities. À vous tous, Madame et Messieurs du public, un grand merci de nous avoir accompagnés dans ce débat et à très bientôt.